Quand une personne ordinaire disparaît sans laisser de traces, cela inquiète. Mais quand ce sont des militaires expérimentés et haut gradés, des personnes formées pour survivre dans les conditions les plus extrêmes et habituées à contrôler la situation, cela devient un véritable mystère. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans 3 histoires mystérieuses qui sont arrivées à des officiers qui ont soudainement disparu dans des circonstances étranges. Un pilote de chasse américain expérimenté, un enquêteur militaire au passé secret et un colonel roumain confronté à l'inexplicable. Quelle était la cause de leur disparition? Qu'ont-ils vu ou su qu'ils n'auraient pas dû voir? Le matin du 24 juin 2006 était clair et ensoleillé. Gilbert Gilman, 47 ans, un homme énergique et sûr de lui, a garé sa Ford Thunderbird cabriolet argenté sur le parking près de la station Staircase Ranger Station dans le parc national olympique, dans l'État de Washington. De la musique forte provenait de l'intérieur de la voiture, attirant l'attention des passants. L'un des gardes forestiers, Sonny Lustig, l'a remarqué et s'est approché de la voiture pour demander au conducteur de baisser le volume. Lustig a remarqué que Gilbert était habillé de manière assez inhabituelle pour un touriste sérieux. Une chemise hawaïenne bleu vif à motif vert, un pantalon kaki clair et des sandales ordinaires. Il n'avait qu'un appareil photo, aucun équipement de randonnée, ni même de sac à dos. Tout indiquait que l'homme avait l'intention de faire une petite promenade sur le sentier populaire et facile de Staircase Rapids Loop Trail, long d'un peu plus de 3 km, le long de la pittoresque rivière North Fork Sokomish. Le lendemain, sa collègue et supérieure, Sandy Matson, qui se trouvait dans la ville éloignée de Spokane, s'est inquiétée. Gilbert ne s'était pas présenté à un rendez-vous important et ne répondait pas à ses appels. Elle alla immédiatement signaler sa disparition. Peu après, la police et les Rangers ont retrouvé la voiture de Gilbert à l'endroit où elle avait été laissée. Mais l'homme était introuvable. Les recherches ont commencé immédiatement et ont été menées à grande échelle. Plus de 60 personnes ont participé à l'opération. Rangers, policiers, bénévoles et sauveteurs. Des hélicoptères, des chiens de recherche spécialement entraînés et même un avion équipé d'un système de thermovision FLIR ont été mobilisés. Pendant 10 jours, les équipes de recherche ont fouillé le parc national. Elles ont minutieusement passé au peigne fin les sentiers, les forêts environnantes et les versants montagneux, inspecté les gorges escarpées et vérifié le lit de la rivière. Cependant, aucune trace de Gilbert Gilman n'a été trouvée. Il semblait s'être dissous dans les paysages majestueux du parc olympique. Sa disparition était entourée de mystères, et la personnalité de Gilbert ne faisait que renforcer cette énigme. Il n'était pas un simple touriste, mais un homme au passé inhabituel. Son parcours comprenait un service dans la 82e division aéroportée des États-Unis, où il avait participé à des missions complexes et dangereuses au Panama, en Afrique de l'Est et en Israël. Au cours de sa carrière militaire, il avait reçu 2 étoiles de bronze pour son courage. De plus, Gilbert a travaillé en Irak comme enquêteur militaire, a participé à des opérations secrètes de contre-espionnage et à des missions antiterroristes. Gilman était instruit et parlait couramment l'arabe, le russe et le chinois. Son CV comprenait également des diplômes d'établissements prestigieux tels que l'Union College de New York, la London School of Economics et la Solvay Business School de Bruxelles. Une fois les recherches officielles terminées, une vague de discussions et de spéculations a commencé. L'une des hypothèses était que Gilbert avait disparu intentionnellement. En 2008, des journalistes de la chaîne de télévision Kiro TV ont même émis l'hypothèse qu'il aurait pu être impliqué dans une mission secrète, travaillant sous couverture pour le gouvernement américain.
Cette version a été soutenue de manière inattendue par sa mère, Doris Gilman, qui pensait que le passé de son fils, rempli d'opérations secrètes et d'activités de renseignement, aurait très bien pu le conduire à disparaître de sa vie habituelle. Cependant, en 2014, une nouvelle version effrayante a fait son apparition. Dans l'émission télévisée Dark Minds, l'hypothèse a été émise que Gilman aurait pu être victime du tueur en série Israel Keyes, connu pour ses crimes minutieusement planifiés dans des endroits d'un reculé de parcs nationaux. Cette version était étayée par le fait que Keyes vivait dans l'État de Washington et s'était rendu à plusieurs reprises dans le parc national olympique, où il avait planifié et commis ses crimes. De plus, le jour de la disparition de Gilman, Keyes participait à un marathon à Port Angeles, non loin du parc. Malgré la plausibilité apparente de cette hypothèse, l'agent spécial du FBI Kevin Donovan a fait une déclaration officielle en mars 2014, selon laquelle, après un examen approfondi de toutes les preuves disponibles, l'enquête avait exclu l'implication d'Israel Keyes à la disparition de Gilbert Gilman. Ainsi, les forces de l'ordre et les proches de Gilman n'ont plus que l'amère incertitude. Un accident, bien que possible, semblait peu probable. Le sentier Staircase Rapids Loop était trop simple et trop court, et Gilman lui-même était un homme expérimenté et extrêmement bien préparé. La version de la disparition volontaire et du travail sous couverture n'était qu'une hypothèse, non confirmée officiellement. L'hypothèse du meurtre, bien que fondée, n'a jamais été confirmée par des preuves. En août 2015, plus de 7 ans après sa disparition, Gilbert Gilman a été officiellement déclaré mort par la Cour suprême du comté de Thurston, dans l'État de Washington. Sa mère, Doris, est devenue son exécuteur testamentaire officiel, assumant la lourde tâche de régler la succession de son fils. À ce jour, les circonstances de la disparition de Gilbert Gilman restent inélucidées et continuent de susciter de nouvelles questions et théories. Cette histoire souligne à quel point la frontière entre la célébrité et l'anonymat, entre une vie brillante et mouvementée et le silence total et mystérieux de la disparition, peut être ténue et fantomatique. Malgré tous les efforts, l'expérience et les ressources considérables mobilisées pour le retrouver, Gilbert Gilman est resté un homme qui s'est volatilisé sans laisser de traces dans l'immensité du parc national olympique, ne laissant derrière lui que des mystères et des questions sans réponse. Environ 1 mois après que le colonel ait été témoin d'une rencontre inexplicable avec de mystérieux reptiliens, des événements ont rendu cette histoire encore plus effrayante et mystérieuse. Le colonel repartit seul en randonnée dans les montagnes de Renazay, peut-être pour tenter de trouver des réponses aux questions qui le tourmentaient. Cette fois-ci, il se prépara minutieusement, communiquant à ses amis et à ses proches l'itinéraire précis et la date de son retour. Cependant, le jour prévu, il ne rentra pas chez lui. Au début, les amis et collègues du colonel ont pensé qu'il avait simplement été retardé dans les montagnes par des circonstances imprévues. Mais après plusieurs jours sans nouvelles, des recherches à grande échelle ont été lancées. L'armée, les secours et des bénévoles ont participé à l'opération, passant au peigne fin le massif montagneux de Renazay et ses environs. Malgré tous les efforts déployés, aucune trace du colonel n'a été trouvée. Ni ses effets personnels, ni sa tente, ni son sac à dos n'ont été retrouvés. Il semblait s'être évaporé. Les autorités et le commandement militaire ont préféré ne pas commenter officiellement l'incident et l'affaire a rapidement été classée sans aucune explication claire. Plusieurs années se sont écoulées depuis la disparition du colonel, mais son sort et le lieu où il se trouve restent inconnus. Certains chercheurs en paranormal supposent que sa disparition est directement liée à cette étrange rencontre à la station-service et à sa tentative ultérieure
de démasquer des créatures inconnues. À ce jour, son histoire reste entourée de mystères et beaucoup pensent que la disparition du colonel est le prix à payer pour avoir été témoin par hasard de ce que les humains ne sont pas censés voir. Cela s'est passé tôt le matin, vers 5 heures, en 2005, dans une région isolée de Roumanie. Un colonel roumain anonyme, dont le nom n'a jamais été révélé à sa demande, rentrait à Bucarest après une petite randonnée en solitaire dans les montagnes de Renazet. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir, la route était déserte et le silence régnait. Le 4x4 militaire du colonel indiquait qu'il ne restait plus beaucoup d'essence, et il décida de s'arrêter à une petite station-service rurale, située à l'écart des grandes routes et des agglomérations. À la station-service, outre les vieilles pompes à essence, les lampes vacillantes et l'odeur caractéristique de l'huile de moteur et de la fumée de cigarettes, son attention fut attirée par un gros véhicule de couleur kaki, un Hummer aux vitres entièrement teintées. Ce qui était étrange, c'est que le moteur tournait, mais il n'y avait personne à proximité. Mettant cela sur le compte du comportement inhabituel du propriétaire du véhicule, le colonel fit le plein de son SUV et se dirigea vers l'intérieur pour payer. L'homme derrière le comptoir, négligé et indifférent, ne lui prêta presque aucune attention et prit l'argent en silence. Lorsque le colonel ressortit, son cœur se mit à battre plus fort et un frisson lui parcourut le dos. La porte du conducteur du Hummer était désormais ouverte et, à l'intérieur du véhicule, à la place du conducteur, était assise une créature qui ne pouvait être considérée comme un être humain. Ce qu'il vit le bouleversa à tel point que le temps sembla s'arrêter. La créature était grande, maigre, avec une peau semblable à celle d'un crocodile humide et brillante, recouverte d'écailles vertes. Ses mouvements étaient étranges, à la fois fluides et brusques, totalement étrangers à l'être humain. Cette chose croisa le regard du colonel et, sans le quitter des yeux, sortit lentement de la voiture, se tournant complètement vers lui. Le colonel remarqua qu'elle ne portait que de lourdes bottes militaires et semblait irritée. La créature émit plusieurs sons aigus, dirigés vers l'intérieur du Hummer, comme si elle communiquait avec quelqu'un d'autre qui se trouvait dans le véhicule. Quelques secondes plus tard, sans quitter le colonel des yeux, elle remonta dans la voiture, qui quitta la station-service à toute vitesse. Le colonel, complètement sous le choc, remarqua que ce Hummer n'avait pas de plaque d'immatriculation. Il fut pris de panique. C'était un militaire expérimenté, un homme qui avait connu le combat, mais rien de sa formation ne pouvait expliquer ce qu'il venait de voir. Apercevant une vieille caméra de vidéosurveillance fixée sur le bâtiment de la station-service, il se précipita à l'intérieur dans l'espoir d'obtenir l'enregistrement et de confirmer qu'il n'était pas devenu fou. Cependant, l'homme derrière le comptoir lui répondit indifféremment que la caméra n'enregistrait rien et qu'elle était uniquement installée pour dissuader d'éventuels voleurs. Le colonel s'installa dans son SUV, essayant de reprendre ses esprits, poursuivit son chemin. Après avoir parcouru quelques kilomètres, il aperçut avec horreur le même Hummer garé sur le bord de la route. Cette fois, les portes du véhicule étaient grandes ouvertes, comme si les passagers s'étaient précipités pour sortir. Il songea un instant à accélérer et à passer son chemin, mais la curiosité l'emporta. Le colonel arrêta sa voiture à une centaine de mètres du véhicule étrange, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Et puis, il les vit à nouveau. Deux créatures debout au bord de la route, apparemment en train de se disputer. Il pouvait maintenant les voir distinctement. C'étaient de véritables reptiles, grands et couverts d'écailles vertes. La première créature, qu'il avait déjà vue à la station-service, mesurait environ 2 mètres et avait une crête sur la tête,
semblable à celle d'un lézard. Ses yeux étaient d'un jaune vif et ses pupilles verticales. La deuxième créature était environ 20 cm plus grande et avait une longue queue. Au même moment, des camions passaient et le colonel voyait clairement que les chauffeurs regardaient ces créatures en les montrant du doigt, mais personne ne s'arrêtait. Le colonel, essayant de conserver au moins quelques de preuves, sortit son téléphone portable, un vieux modèle équipé d'un appareil photo rudimentaire. Ses mains tremblaient, il eut du mal à faire la mise au point et prit plusieurs photos, seulement 11 clichés de ces créatures incroyables. Tout cela prit environ 5 minutes, après quoi les reptiliens retournèrent tranquillement dans leur Hummer et disparurent à nouveau. Après s'être assuré que les photos avaient bien été enregistrées, le colonel se rendit à Bucarest pour rencontrer le général Emil Strejna, un célèbre chercheur spécialisé dans les phénomènes anormaux et son ami de longue date. Quand il est arrivé sur place et a essayé d'ouvrir les photos, il a été horrifié. Toutes les photos qu'il avait prises étaient jeunes et devenues des images vertes uniformes, comme s'il avait photographié une lumière verte vive, alors que le processus de prise de vue s'était déroulé sans aucun problème. Avec le général, ils ont tenté de restaurer les images dans une entreprise spécialisée dans la réparation et l'entretien des téléphones. Mais les techniciens ont haussé les épaules, ne comprenant pas comment cela avait pu se produire. Au cours des semaines qui ont suivi, le colonel et le général Strain ont tenté en vain de trouver des témoins parmi les camionneurs qui avaient jamais clairement vu des créatures sur la route. Mais personne ne s'est manifesté. Aucune autre confirmation n'a été trouvée. Plus tard, le célèbre chercheur en paranormal Albert Rosales s'est penché sur cette affaire. Il a étudié et décrit en détail cet incident dans sa base de données « Rencontre à Bestiasarum avec des humanoïdes ». Cependant, ses efforts n'ont pas apporté de nouvelles preuves. Malgré son grade militaire élevé, son excellente réputation et sa certitude absolue quant à ce qu'il avait vu, le colonel n'avait plus que ses propres souvenirs et des photos étranges prises avec son téléphone, dont personne n'a pu expliquer l'origine ni la nature. Quels étaient ces êtres sur la route ce jour-là? D'où venaient-ils et pourquoi sont-ils apparus à cet endroit précis? Ces questions restent sans réponse, et l'affaire du colonel roumain reste à ce jour l'une des histoires les plus mystérieuses et inexplicables de contact avec des êtres inconnus. Dans l'après-midi du 7 janvier 1948, Thomas Mantell, un pilote de chasse de 25 ans, volait à bord de son F-51 Mustang au-dessus de l'État du Kentucky. Il était accompagné de 3 autres pilotes de son escadron de la Garde nationale américaine. Ils revenaient d'un exercice prévu et se dirigeaient vers leur base à Louisville. Mantell était un pilote expérimenté, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui avait participé au combat le jour du débarquement des Alliés en Normandie et avait été décoré de la Croix pour service exceptionnel dans l'aviation. Le vol de retour était routinier et rien ne laissait présager d'événements inhabituels. À peu près au même moment, les habitants de plusieurs villes du centre du Kentucky ont commencé à appeler la police en masse pour signaler un objet étrange apparu dans le ciel. Des témoins oculaires, situés à plus de 150 km les uns des autres, rapportaient dans tous la même chose. Ils avaient même vu un énorme objet rond, d'un diamètre de 75 à 90 mètres, immobile dans le ciel. La police n'a pas pu expliquer la nature de cet objet, et tous les appels ont donc été redirigés vers la base militaire la plus proche, Godman Field, située à Fort Knox. Ce jour-là, le sergent technique de service Quentin Blackwell a été le premier à répondre aux appels. Il a vérifié auprès du service régional de contrôle de la circulation aérienne
s'il y avait des avions expérimentaux ou de recherche dans les airs, mais on lui a répondu qu'il n'y avait rien de tel dans la région. Blackwell a décidé de vérifier personnellement ce qui se passait. En s'approchant de la fenêtre de la tour de contrôle avec des jumelles, il a effectivement aperçu un grand objet blanc suspendu haut dans le ciel. Cet objet étrange était parfaitement immobile et ne ressemblait à aucun avion ou ballon connu. Peu après, le soldat Stanley Oliver, un autre contrôleur aérien, s'est joint à l'observation et a confirmé qu'il voyait également cet objet. Quelques minutes plus tard, le commandant de la base, le colonel Guy Hicks, est démonté dans la tour de contrôle et a lui aussi été témoin de ce phénomène mystérieux. Le colonel décrivit l'objet comme une cornée de glace ou un parachute ouvert de couleur rougeâtre, avec une surface métallique réfléchissant les rayons du soleil. Pendant ce temps, Thomas Mantell et son escadrille volaient à proximité, revenant à leur base. Le contrôleur aérien a contacté les pilotes et leur a demandé s'ils avaient suffisamment de carburant pour vérifier l'objet non identifié. Mantell, confiant en ses capacités, a confirmé qu'il était prêt à aider. Lui et ses 3 pilotes ont changé de cap et ont commencé à s'élever vers l'étrange objet, gagnant rapidement de l'altitude. Très vite, l'un des pilotes a abandonné la poursuite et était retourné à la base, car il n'avait plus assez de carburant. Pendant ce temps, Mantell continuait à monter avec assurance, informant les contrôleurs que l'objet se trouvait juste devant lui et au-dessus, qu'il était brillant et s'éloignait à grande vitesse. À une altitude d'environ 4500 mètres, les 2 autres avions ont averti Mantell du danger. Leurs avions n'étaient pas équipés de systèmes d'oxygène pour voler à une telle altitude. Ils lui ont demandé de stabiliser son appareil et de cesser de prendre de l'altitude, car il risquait de souffrir d'un manque d'oxygène, hypoxie. Mais Mantell ignora les avertissements et continua à prendre de l'altitude, désireux d'identifier l'objet. Lorsqu'ils atteignirent une altitude critique, l'un des pilotes, pris de vertige et d'un manque d'oxygène, renonça complètement à la poursuite et commença à descendre. Le deuxième pilote a également tenté de contacter Mantell, l'avertissant que l'objet pouvait n'être qu'un reflet du soleil et lui demandant de cesser de prendre de l'altitude. Cependant, Mantell, probablement déjà en état d'hypoxie, n'a pas répondu aux appels. Vers 15h15, Thomas Mantell a fait son dernier rapport radio à la tour de contrôle de Godman Field. Il a signalé que l'objet était métallique et très grand, et qu'il se trouvait juste au-dessus de lui. Son message a été brusquement interrompu. Les tentatives suivantes pour le contacter sont restées sans réponse. Vers 15h18, probablement victime d'une perte de conscience due à un manque d'oxygène, Mantell perdit le contrôle de son F-51 Mustang, qui commença à piquer de manière incontrôlable. Les habitants de la ville de Franklin, dans le Kentucky, ont été témoins de la chute de l'avion. L'appareil, tournoyant en spirale, s'est écrasé au sol et s'est brisé dans un champ agricole. Le parachute ne s'est pas ouvert et le pilote n'a fait aucune tentative pour quitter l'avion. À 15h50, la police de l'État a confirmé à Godman Field que l'avion militaire s'était écrasé. Les équipes de secours sont rapidement arrivées sur les lieux de l'accident. L'examen des débris n'a révélé aucun signe de collision avec un autre objet, aucun dommage causé par une arme ou quoi que ce soit d'inhabituel, à l'exception des dommages caractéristiques d'une chute d'une grande hauteur. La mort de Mantell a rapidement attiré l'attention de la presse. Des titres tels que « Pilote tué dans la poursuite d'une soucoupe volante » ont fait la une des journaux. C'était le premier cas très médiatisé de la mort d'un pilote militaire lors de la poursuite d'un objet volant non identifié. De nombreuses rumeurs et spéculations ont immédiatement vu le jour. On a dit que l'objet avait été abattu par un chasseur, que le corps du pilote n'avait pas été retrouvé
ou que les débris de l'avion étaient radioactifs. Toutes ces rumeurs ont ensuite été complètement démenties. Au départ, l'armée de l'air a supposé que Mantell poursuivait Vénus, ou un ballon-sonde, mais ces hypothèses ont été rapidement rejetées comme peu probables. Ce n'est qu'en 1952, après le lancement du programme Project Blue Book, que l'armée américaine est arrivée à la conclusion que Thomas Mantell poursuivait très probablement un ballon secret à haute altitude, le Cass Skyhook, appartenant à la marine américaine. Ces énormes ballons étaient lancés à des fins de reconnaissance et de recherche scientifique et étaient là des strictement secrets. Aucun des témoins, y compris les militaires de la base de Godman Field et Mantell lui-même, ne pouvaient connaître leur existence à ce moment-là. L'histoire du vol tragique de Thomas Mantell est devenue un jalon important dans l'étude du phénomène OVNI et un exemple frappant de la façon dont une collision avec l'inconnu peut se terminer de manière dramatique, même pour les pilotes les plus expérimentés et les plus courageux. 3 militaires, 3 professionnels de haut niveau, disparus et décédés dans des circonstances qui restent encore inexpliquées à ce jour. Qu'est-ce qui a poussé le pilote expérimenté Thomas Mantell à s'élever à une altitude mortelle à la poursuite d'un objet inconnu? Où a disparu Gilbert Gilman, enquêteur militaire et éclaireur, un homme qui détenait des informations uniques et avait un passé secret? Et quel sort a été réservé au colonel roumain après sa rencontre avec des créatures mystérieuses dont l'existence est soigneusement dissimulée? Ces histoires soulignent que même les militaires, qui possèdent toutes les connaissances et toutes les compétences nécessaires, se trouvent parfois impuissants face à l'inexplicable. Peut-être se sont-ils trop approchés de secrets que nous ne sommes pas censés connaître. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui ou quoi se cache derrière ces disparitions? Partagez votre opinion dans les commentaires.